Merci d'être avec nous jusqu'à 14h, puisque aujourd'hui, nous sommes déjà vendredi 28 avril, même à la Raffine. Et week-end là, c'est week-end à 1er mai. On va parler tout à l'heure de la conférence de presse du syndicat. C'était hier, partenariat avec Corsair, Jimmy Bibois qui était sur place avec Olivier Moradel. Café pédagogique à Mornalo, quel regard porté sur les écrans et le numérique, Loane Duhamel, et puis on ira faire un tour à la Foire de Paris avec Maurice Cessé. Sinon, nos invités, notre premier invité est déjà là, c'est un comédien très connu, de bonne qualité, Gilbert Lomo, qu'on salue, bonjour. Bien bonjour tout le monde qui a regardé. Et il va nous présenter une pièce qui va passer jeudi prochain et vendredi à Sonis, pièce qu'on a ratée, mais nous l'avons ratée des fois. Ça s'appelle Histoire de nègre, HDN. Plus tard, Marlène Ferdi va recevoir Magali Camus, c'est Camus, il ne faut pas dire S là, c'est Magali Camus, auteur, scénariste de série télévisée radio, elle sera avec nous. Émile Garçon, le président de l'association Cadina, sera aussi avec nous. Et puis on va terminer avec Manik Citeka, chronique Une voix, une histoire, des images. Voilà un peu le sommaire. Merci encore d'être en direct dans le ZCL News. Et on va commencer avec du théâtre. C'est une pièce qui dit son nom, Histoire de nègre. Alors Gilbert Lomo, comment on peut présenter une pièce comme ça, l'Histoire de nègre? Alors, en fait, Histoire de nègre, au départ, c'était une création qui est née dans les années 70, en 1970. Ça vient de l'initiative d'Édouard Glissant. Et donc, il a réuni plusieurs auteurs, plusieurs textes d'auteurs. Et bon, il a écrit un ou deux textes de liaison. Et la compagnie Sillage, moi-même, nous avons fait une adaptation qui, en même temps, est, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui dit bien son nom, puisqu'elle raconte notre histoire en passant par les phénomènes d'esclavage, de colonisation, les résistances, et surtout des clins d'œil à l'actualité aussi, notamment aux États-Unis, les brutalités policières. Quand on voit le titre Histoire de nègre, on a l'impression que c'est un stand-up de Gilbert Lomo. En fait, c'est pas ça. Non, en fait, non, puisque mon nom apparaît pas en titre en haut de l'affiche, c'est HDN en fait. C'est l'auteur lui-même, c'est Édouard Glissant qui a intitulé son œuvre Histoire de nègre. Et nous, on a dans l'adaptation et aussi au contact de mes collaborateurs, on s'est dit HDN, c'est en parenté, en voisinage avec l'ADN. Oui, l'ADN, c'est ça. Voilà. Et donc, vous êtes combien sur scène? Parce que je vois une image là. Il y a trois comédiens qui sont là, que tu vois au centre du Laronde. Ouais. Les trois comédiens qu'il a, c'est Varencia Antoine, Lucille Cancel et Harry Baltus. C'est les trois comédiens. Oui. Mais nous y aussi des gros métamoniaques qu'il a, c'est le mouvement culturel de Guadeloupe, Voukoum. Voukoum, qui est nous aussi. Qui a baillé la voix, là. Ouais. Qu'a dit? Il a baillé la voix. Je comprends, c'est jouer, non seulement bailler la voix, mais c'est en puissance qu'il a, avec une grande puissance. En fait, il a représenté la puissance ancestrale. D'accord. Et pour l'adaptation, là, ça, c'est vous qui... Oui, t'es en contact avec héritière à Glissant. Et donc, en fait, on présentait ça en forme de ça nous a fait, ça nous a fait dans la ronde en nous. Alors, ça nous a fait dans la ronde en nous, ça peut veiller à Mounmont, ça peut aussi compter là, la ronde à compter, et ça peut aussi la ronde à les roses. Et donc, en fait, comme nous a glorié, c'est comme vous avez dit, les gangans qui bâtit et qui là, et donc nous a glorié ces ancêtres-là, et aussi les gens qui étaient là avant nous, dans Histoire en nous a compté ça. Tout ça. Oui, et nous a mettre devant des gens que nous pas prendre action à eux dans système là, système conventionnel là, c'est très rare que nous a parlé de gens comme Gertie Archimède, comme même Malcolm X, comme Angela Davis, etc. Et nous a compté ça, et en bien mes mots là, ça a compté, parce que chaque ces comédiens, nous nommés là, t'allais là, qui Lucille, qui Harry, qui Marincia, c'est des comédiens. Yuka, j'étais quoi dans ça, compter
dans les styles en nous, style à compter en nous, avec les codes et ça est comme lien et nous avec public là. En fait, dans la tradition nous pas ni public, c'est des joies, c'est des monde qui là, n'importe quel moment il peut demander en commander en main, tout le monde qui répond, accordé. Oui. Voilà, donc c'est ça, c'est à partir de fondation, nous fondal en nous qu'a compter histoire là, ça HDN. Alors, on peut te demander quand même, on pièce comme ça. Il a passé l'archipel, il a passé sur Nice. Est-ce qu'il y a des moyens de penser pour passer à l'extérieur? Parce qu'il y a en français ou en créole pièce là? C'est tous ces maquettes paroles-là, on dit aller là, puisque on dit c'est pas glissant qui marquait tout ça qui marquait. Donc il est invité avec Texayo, parce que ni ça dans yo qui j'ai monté au fil là-haut. Donc il a invité ces maquettes paroles-là, ces zen, ni Jacques Roumain, ni Kateb Yassine pour le Maghreb, etc. Et qui fait ça en français, tous ces bulletins-là en français. Donc, mais nous en gens, nous qu'a façadé avec le public là, et nous qu'a dit, et les hommes qu'on comptait là, qu'a dit, cri, crac, la cour ne dort pas, ou qu'a ça, ou qu'a dormi, ou qu'a croisé. Ah, ou besoin, on peut rentrer en la ronde là avec nous, parce qu'il n'y a pas nous tous seuls qui qu'a compté, ou peut nous on parle pour compter, voilà, c'est comme ça nous qu'a fait. Et qui veut dire, là, au commandement, est-ce que nous qui voyager, oui. Ça nous a mis bon 2-3 pistes, par exemple en Martinique, le festival de Fort-de-France, etc. Ni aussi. Et Vevoukoum quand même. Vevoukoum toujours nous qui voyageons Vevoukoum, mais nous Téni effectivement quand on sortit d'Italie là, Téni en première expérience, en première étape à l'archipel, nous qui était partenaire à nous. Et là, nous, coproducteurs en nous, et là, nous en coproduction, il y avait Sonis Cap Excellence. Et Sonis ouvrait portail pour nous, et nous là, nous. Alors, l'autre question là, c'est est-ce que version 1 là qui passait à l'archipel, c'est à 100%, c'est même là, je crois, il fait à Sonis? Ça ne peut pas à 100%, parce que dans la tradition, nous avons déplacé gagnons les roses. Nous avons déplacé vers les roses. Même les roses des fois. Et donc, voilà, c'est en création qui a tigé et qui a, bien sûr, qui solide dans les deux bouteilles, qui nie en code des, quand on a dit, domino carimé en pangal. Mais il n'a pas joué en pangal. Mais voilà, donc ça nous fait l'archipel, c'était en première étape. Et là, nous avons dans deuxième gratté tête, en deuxième présentation. Dans le deuxième décattement. Alors, deuxième décattement, merci beaucoup. Et nous avons dans le deuxième décattement là, bon, faut qu'il y ait un compte de, c'est pas même ça là, faut qu'il y ait un compte de, ni des bitins, voilà. Mais c'est aussi une manière pour trouver qui j'en nous peut faire théâtre avec ça qui est en nous. Alors, faut nous quand même parler de Simon de théâtre, puisque nous sommes en théâtre, en tout cas, dit ça en commencement. Là, on peut parler de théâtre en Guadeloupe, autant on peut parler de Cancel, mais autant on peut parler de Gilbert Lomont, parce qu'on va faire pas mal de bien. On a songé ni longtemps, peut-être que vous avez déjà oublié ça, ou d'ailleurs à Cuba, Oui, donc Harry Cancel, grand moins, Arthur Léris, grand moins. Alex Dabis, grand moins, donc en Cabello, en bel rouleau bravo, parce qu'il ouvert porte, il ouvert chemin, et si en là, c'est par rapport aussi à ces gens-là qui fait un bel travail. Donc c'est bien que nous menons à eux, en cas Roubayo, en l'honneur respect. Et donc. Il y a changé, on te fait Cuba, on te fait des Cubains venir. Oui, parce que. Bon quelqu'un, ça. Là, on a dit, nous, quand on avait ça qui tend nous, aussi, ça ne veut pas dire que nous avons fait mes potes. Ça ne veut pas dire que nous avons fait mes potes pour d'autres cultures. Au contraire, c'est dans l'esprit glissant. Là, il a créé sa relation en rhizome, c'est-à-dire lignage. Donc, c'est des pieds bois qui a cherché d'autres racines. Et à partir de là, il a contré, ni débuté, ou pas, j'ai compris ça, t'es fait. Voilà, qui a vu comme ça. Et qui fait, là, on a parlé des Cubains, c'est qu'effectivement, nous sillonnons la Sillage. Nous, c'est Sillage, association, compagnie Sillage. Et nous bat la Caraïbe chaîne, nous monter, nous descendre, nous fait Cuba, nous fait théâtre à Cuba, nous inviter des Cubains. Vous qu'à changer, vous comme qu'à changer ça bien aussi, parce qu'on t'est mené. Ah non, mais ça t'est belle. Oui, nous fait des bitins aussi. C'est une expérience qui paye, vous faites?
Et son expérience, c'est qu'il a continué. Il a continué. C'est-à-dire continuer le travail, gratter tête à nous, qui gens là, ça au cas là, l'image là, ça, c'est on la ronde, et dans la ronde là, au cas public là, qui cisait à l'entour à ces trois comédiens là, mais ni aussi les ancêtres, c'est les boucliers, ça qui j'ai monté au fil là-haut, mais qui l'a toujours. Et c'est en bas, bénédiction à eux, nous qu'à travail. Donc, nous allons continuer, voir qui gens nous peut défendre et affirmer, forme là ça. Ouais. En tout cas, ça ne veut dire que Gilbert a bien porté théâtre là haut. Hein. Oui, nous avons apporté Manlève, Sillage, d'autres monde aussi, mais c'est vrai que nous, c'est en compagnie, théâtre qui ouvert porte en direction à la Caraïbe. Ouais. Et les deux pays, Tala ou Sotinomela, Kiba, nous faisons un bel travail avec Kiba, à Kiba aussi, avec des grands maîtres à Manioc, à Kiba, encore saluer Reño Hernandez Espinosa, qui a monté au fil là-haut, mais qui était avec nous à Port-Louis, à Beauport, qui nous marquait à Délier, moi, nous fait l'atelier, etc. Et Haïti aussi. Nous travaillons avec ces deux nations caribéennes. Et c'est travail derrière pour manier. Ben, nous sommes bien contents que vous venez là et nous sommes pas parti sans dire quittant. C'est ça que on a dit jeudi prochain, jeudi le 4, et vendredi dans le Centre culturel sous Nice, Histoire de Nègre. Pièce des droits glissants, compagnie Sillage, avec Gilbert Loumont. Le rendez-vous est pris à l'Opporté Manève. 4 et 5 mai. 4 et 5, il paye Michel 15 € pour voir ça. Ils sont de très belles pièces qu'on a invité Mouna à regarder, que moi-même, en Kevin Gadi. En tout cas, merci d'venir. Merci pour l'invitation là, où fait-moi là. À don de soleil sans l'appli. À don de soleil, petit ça fort. Voilà, nous quand on vient à l'actualité, conférence du 1er mai, les syndicats Guadeloupe assemblés, mais ça n'est pas nouveau. En France, c'est la première fois les syndicats assemblés pour faire un 1er mai unitaire, comme on dit. Eh bien, en Guadeloupe, c'est depuis plusieurs années, depuis 2009, je crois, les syndicats guadeloupéens se réunissent chaque 1er mai et ils seront encore dans la rue ce 1er mai. Le BIC du CHU, ce sera le lieu de départ. Reportage Michel Depape. Là, nous avons parlé carrément de droit à la vie. D'avoir que nous avons bien constaté que là en 2023, que c'est une remise en cause totale de tout droit à travailler, de toute liberté, mais surtout les libertés fondamentales. Nous pouvons parler des combats que nous avons menés contre l'obligation vaccinale, contre le pass sanitaire et en nous dit là pour la réintégration des personnels. La HAS qu'à reconnaître là que oui, bon, effectivement, l'obligation vaccinale pas valable encore, que les camarades paieraient pour travailler à eux. Sauf que ça a fait 2 mois qu'il a annoncé ça et jusqu'à présent, le gouvernement là projet prend un décret. Ça a prouvé qu'il y a une volonté de nuire. Ça a prouvé que l'objectif à eux n'a pas d'être chaîne compte de santé à monde, mais c'est de regarder qui genre est-ce que yo ka manipuler les travailleurs, dégoûter eux et faire en sorte encore une fois qu'ils arrivent en bouteille par les ruptures conventionnelles, donc de réduire la masse salariale. Et ça, nous avons que c'est une stratégie qu'ils ont mettre en place tout partout. Le 1er mai, là, ça prend tout sens. C'est une journée internationale à l'État travailleur. Et nous savons très bien qu'à dans journée là, ça, et à dans l'année là, ça plus particulièrement, on a vu notamment des patrons, on a vu aussi des lois qui sont sorties, parce que c'est tout acquis à travailler qui bafoue aujourd'hui là. Et c'est pour ça que nous avons appelé à tout travailler assemblé, mais aussi nous avons dit particulièrement à la poste où aujourd'hui là on a une difficulté à la poste, on a travaillé qui est en souffrance, on a suppression de poste, en cas par exemple des bureaux qui ont supprimé des dizaines d'emplois, et ça n'est pas normal. Encore une fois, c'est les petits, c'est les travailleurs, c'est les derniers maillons de la chaîne qui ont souffert. C'est pour ça, plus que jamais, journée là, ça, il prend sens à la lutte, parce que je ne travaillais pas ni choix d'élité. Alors que les tarifs aériens ne cessent de grimper, Corsair a fait un partenariat avec un
un cuisinier de haut niveau guadeloupéen, parce que nous sommes des cuisiniers de haut niveau aussi, Jimmy Bibrac. Et donc, hier, ils ont présenté donc, les plats que Jimmy Bibrac donnera désormais dans les avions corsaires, ça qui est bon à manger, et c'est une façon aussi de râler mon assis corsaire. En tout cas, Olivier Mouradel était hier, il a sûrement goûté, et on voit un peu son reportage. C'est vrai que Corsair m'a proposé le challenge. Et moi, j'adore ça, j'adore les challenges. Donc, déjà, on a rencontré l'équipe de New West sur Paris, sur la Martinique, en Guadeloupe. On est en correspondance avec les chefs. Les chefs s'entendent très bien et c'est ce qui nous permet après de faire une cuisine à l'image déjà du terroir, parce que je suis un gars de terroir, et ensuite derrière à l'image de la première classe de Corsair, tout simplement. Ce partenariat participe à notre ancrage local. Ce qui compte énormément pour nous, c'est de valoriser la culture antillaise et la gastronomie, évidemment la cuisine créole en fait partie. Et donc signer un partenariat avec le chef Bibrac, ça participe de cette volonté de développer notre ancrage local et de mettre en avant les produits locaux. On est déjà sur plusieurs menus, on a 4 cycles. Et ce soir, on a pris déjà le premier cycle qui sera disponible dès le 1er mai sur la première classe Business Corsair en partant de Guadeloupe. On a aussi le menu signature. Et bien sûr, après, ce soir, on va goûter un peu à tous les cycles de façon à ce qu'on ait déjà un premier retour de tous les collaborateurs de Corsair, des invités, pour avoir toujours le ressenti déjà de la cuisine. On est très heureux et très fiers d'avoir été récompensés comme la meilleure compagnie aérienne cette année. Ça vient récompenser le travail de l'ensemble des salariés de la compagnie. Nous avons renouvelé notre flotte et nous déployons progressivement notre nouvelle flotte d'A330 Neo avec le meilleur de ce qui peut se faire dans l'industrie en termes de qualité de sièges, de produits à bord. Et on complète ça avec l'excellence du service et l'excellence de la restauration à bord. Quand on rentre dans un univers, il faut forcément s'adapter. Et nous, on a l'habitude de s'adapter à tous les univers. L'important, c'est de pouvoir garder cet esprit de la cuisine créole, cette âme que moi, j'aime dans la cuisine créole, utiliser les produits terroirs. Et c'est vraiment ça. C'est pas vraiment pour moi, ça n'a pas été des quotas. Ça a été plutôt un challenge de pouvoir réaliser ces 4 cycles. Ben, quand on regarde ça va enfin. Il est 12h53 minutes. Je suis sûr que vous êtes aussi en train de regarder ce reportage et ce que prépare Jimmy Bibrac. Je veux dire, c'est de la qualité pour avoir goûté de son restaurant. Bon, allez, on va prendre la première pause. On va libérer Gilbert Lomor. On va rappeler la pièce jeudi 4 et vendredi 5 à Sonis. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour la suite des événements dans le ZCL News. À tout à l'heure. Ben voilà, nous sommes vendredi. Le vendredi, on retrouve Marie-Hélène Ferdi. Bonjour. Bonjour, Danick. Et c'est ICC News, générique. C'est parti. La chronique Culture et Cinéma News, c'est tous les vendredis à 13h dans le ZCL. Et j'ai même envie de dire uniquement dans le ZCL. Pour l'instant, dans le ZCL. Voilà. Alors, aujourd'hui, Marie-Hélène, de quoi on va parler? De qui? Alors, aujourd'hui, on va parler de métier qui me tient à cœur. Et la personne que j'ai invitée, c'est une femme, c'est une jeune Guadeloupéenne et qui incarne très bien ce métier. J'y tiens particulièrement en tant que directrice opérationnelle du campus des métiers et des qualifications de l'audiovisuel et du cinéma, parce qu'il correspond à ce projet d'incubateur qu'on a porté avec Skyprod et d'autres. Et elle incarne vraiment plus que ce métier qui est, moi je trouve, qui manque de visibilité. Mais même dans la culture cinématographique française, on ne le voit pas. On n'en parle pratiquement pas lors des festivals. Quand on fait un film, à la fin du film, on voit défiler toutes les personnes qui ont participé au film. Le métier, on ne le voit jamais. Oui. On le voit jamais. C'est un métier invisible, alors. C'est un métier presque invisible et les gens sont invisibles. Pourquoi? Et pourtant, point de cinéma sans ce métier. C'est le point de départ de tout film. La première chose, c'est qu'il faut une histoire. Donc, on parle du métier de scénariste. Oui, c'est du scénariste. C'est du scénariste. Il faut une histoire. Danick. Et ensuite, il faut que cette histoire soit achetée par un producteur. Et pourtant, quand on fait un film, regardez à la fin des films, vous verrez jamais le nom du scénariste. Ce métier, si vous voulez, a pris de l'importance
déjà a commencé à prendre de l'importance, surtout aux États-Unis, quand il y a eu l'apogée dans les années 80 des séries télé. Parce qu'on ne fait pas de séries télé sans des co-voix. Ils sont 4, 5, 6 scénaristes pour pouvoir tout le temps vous donner des épisodes. Et puis avec le développement des plateformes, avec le développement des séries télévisées, je vous dis franchement que plus que jamais, ce métier a pris de l'importance. Et pourtant, en France, il continue à être visible. Ouais. Et pourquoi en plus c'est important? C'est que l'un des rôles du campus, qui est d'identifier les besoins en termes de métier ou de formation, quand on a fait notre première étude entre 2017 et 2020, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est l'un des métiers où on sent qu'il n'y avait pas suffisamment de professionnels spécialisés dans le domaine. On a des gens qui écrivent, on a des auteurs qui écrivent, on a des réalisateurs qui écrivent, mais on n'a pas de scénaristes vraiment réellement, on n'en avait pas autant. Pourtant, il y a une volonté, puisqu'il y a des ateliers d'écriture, on peut parler de Scripto-Caraïbes, qui eux aussi en ont pris conscience, et il y a cette volonté de former. Alors on va parler d'elle pour comprendre comment elle est devenue scénariste. Donc cette jeune fille, elle est née en Guadeloupe. Madame Magali Camus, Je ne voulais pas donner le nom tout de suite, mais on va lui donner. Elle s'appelle Magali Camus. Elle est née en Guadeloupe. Elle a grandi en France et elle avait un point commun avec vous, c'est qu'elle adorait la lecture. Et un point qui n'est moins commun avec vous, c'est qu'elle aimait la gym et particulièrement la danse tonique. À telle enseigne, quand elle était au lycée, pour arrondir ses fins de mois, elle était professeure de gym tonique. D'accord ? Ensuite, elle a poursuivi en STAPS. Après son bac, elle a dit qu'elle va suivre des études de STAPS. Et une fois que le bac en poche, elle décide pendant les grandes vacances d'accompagner une copine à un casting donc du groupe Disney qui cherchait des danseuses. Donc comme elle était là à accompagner sa fille, le directeur de casting lui a dit: est-ce qu'elle savait danser? Ben allez-y. Et puis elle a improvisé une danse comme ça à partir de ces deux, on va dire, de ces deux spécialités qui sont le hip-hop et le gros cas. Le directeur lui a dit d'arrêter. Elle avait un petit peu honte parce que elle a été tellement nulle qu'on va la jeter. On lui a dit: bon, c'est bon, on vous garde. Donc elle est partie 3 ans en tournée avec le groupe Disney. Elle est restée 5 ans avec ce groupe Disney. Elle a été contactée par une autre troupe. Là, c'est pour des danses afro-caribéennes traditionnelles, toujours pour une tournée européenne. Et après 1 an de cette tournée européenne, elle n'en pouvait plus. Elle a décidé d'arrêter et de pouvoir souffler un peu, rentrer. Son désir de rentrer au pays était grand. Et quand elle est rentrée au pays, elle a commencé un travail sur soi. Elle a intégré les cours d'Eddie Arnel. Suite à ces cours d'Eddie Arnel, elle a eu envie d'écrire. Et tout en écrivant, elle passa sa licence en psychologie, puisque pour elle, ça fait partie de son processus de travail sur soi. Elle a obtenu sa licence. Elle continue à écrire, elle se spécialise dans les poèmes. Et puis un jour, on vient la voir pour écrire une oraison funèbre. Quelqu'un qui avait déjà vu ses poèmes et qui aimait écrire. Et donc, madame, tout de coup, elle a lancé une activité professionnelle d'écriture d'oraison funèbre. Eh oui. Et elle a été un jour repérée par le coach des éditions Manette, pas pour les oraisons funèbres, mais pour son travail d'écriture dans la poésie, qui aimait bien sa plume, et qui lui a proposé un challenge. Il lui a dit: est-ce qu'elle est capable d'écrire un roman? Elle a dit banco, elle accepte. Et ce fameux roman sortira l'année prochaine. Mais on revient au métier de scénariste. Entre-temps, ses copines auteurs lui ont dit, il y a des copines aussi qui écrivaient, qui lui ont dit: mais il y a les ateliers d'écriture, ça pourrait t'intéresser. Elle intégra l'atelier, elle n'est pas restée longtemps parce que ça ne correspondait pas du tout à ses attentes. Mais quand même, elle a écrit un court-métrage qui s'appelle Émilie, c'est son premier court-métrage. Il a été sélectionné, pas n'importe où, au festival de court-métrage de Lille. Ensuite, parallèlement à ça, il a obtenu l'aide à l'écriture de la collectivité régionale. Et ensuite, il a été sélectionné dans la plus grande plateforme qui s'appelle Paper to Film. Donc, comme son nom le l'indique pas, c'est une plateforme française. Et l'objectif de cette plateforme, c'est de réunir des scénaristes et des producteurs. D'accord. Alors, ce que je voulais savoir, parce qu'il me semble avoir reçu cette personne aux ZCL il y a quelque temps. L'année dernière, plus précisément, le 4 février, parce qu'elle a intégré l'incubateur pour écrire sa série, et elle a fait partie de ceux qui ont suivi ce cursus de formation. Et moi, la question que j'ai envie de lui poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que l'incubateur lui a apporté et en quoi ça a joué dans son désir de faire du scénariste son métier? Alors, bonjour à tous. Bonjour.
En fait, l'incubateur m'a apporté une structure, puisque je suis quelqu'un qui s'éparpille très rapidement, et surtout apporter les codes de la série, comment ne pas procrastiner, pouvoir vraiment se concentrer sur une série. Comment ça marche, comment on la distribue, comment on se vend par rapport à son projet. Et donc, beaucoup sur moi, parce qu'on apprend sur soi, puisque dans l'incubateur, on rencontre des collègues, et d'autres façons de travailler, d'autres façons, et un regard croisé sur la série que je préparais. Alors moi, une autre question. Depuis sa sortie, Magali, depuis ta sortie de l'incubateur, qu'est-ce que tu as fait en matière d'écriture de scénario? Qu'est-ce que tu as dans ta carrière? Comment tu as évolué? Très rapidement, dès la sortie de l'incubateur, j'ai été contactée par France Télévisions pour intégrer un pool de scénaristes. Nous étions 24, la seule en Guadeloupe. Donc, j'ai pas pu... oui, rien que ça. Donc, c'était à distance. C'était parfois un peu compliqué par rapport au décalage horaire. Oui. Mais ça a pu le faire. J'ai pu écrire 3 épisodes qui ont été validés. Et voilà, je suis arrivée vraiment en fin de cursus de cette série, en fin de programmation. Donc, j'ai quand même j'ai cravaché pour en faire 3. Et on verra ça bientôt? C'est déjà en ligne. C'est déjà aussi, ça passe sur Guadeloupe Première, oui. À 6h30 et à midi. Tu peux donner quand même le nom de la série? Oui, L'amour à l'épreuve. Ah, l'amour à l'épreuve, d'accord. On voit ça tous les soirs. Donc, bien. C'est quand même intéressant. Tout à fait. Alors, il faut savoir qu'elle est spécialisée dans l'écriture de scénarios télévisés, mais aussi radiophoniques. Est-ce que alors ça, c'est en train de se développer dans le milieu radiophonique. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots? Oui, la série que je prépare radiophonique s'appelle Les Panthères du béton, et ça parle de l'Oricisque. Voilà. Bien, Madame Camus, bravo et félicitations en tout cas. Et je dis, je vous avais reçu il y a 1 an à peu près avec Marie-Hélène. Je vois que l'incubateur finalement fait des miracles et des bonnes choses. Il fait plus que des miracles, puisque n'oublions pas que Mariette Montpierre, qui était aussi sortie de notre incubateur, est en train de faire son casting et va bientôt tourner. Voilà. Une dernière information avant de se quitter? Alors, la dernière information, c'est que l'incubateur, on va le réorienter, oui. Parce qu'il y a encore des besoins plus importants, parce que l'objectif du campus, c'est de répondre aux besoins. Et donc, on va bientôt lancer un incubateur de création d'activités pour les professionnels de l'audiovisuel, des arts du spectacle et du numérique. Si vous avez un projet dans l'audiovisuel, les arts du spectacle et du numérique, vous allez bientôt voir arriver l'incubateur et qui sera gratuit. Voilà. Prochaine émission? La prochaine émission, alors on va peut-être parler d'école de cinéma. Il y a de fortes chances qu'on parle d'école de cinéma. Voilà, merci Madame Camus, merci Marielle. Et puis à vendredi prochain pour un autre ICC News, la chronique cinéma, on voit uniquement sur Canal et dans les ZCR. C'est fini. Voilà, on revient donc après le ICC News, on revient à l'actualité. L'actualité, c'est la foire de Paris. Vous savez, en France, depuis des années, il existe une foire Paris chaque année. Bien sûr, de nombreux Guadeloupéens y participent, les gens qui sont sur place, mais il y a même des gens qui font le voyage pour aller voir et assister à la foire de Paris. Reportage à Paris, justement, Monsieur Maurice Cessé, au News, était sur place. On regarde. Eh bien, je suis fier. Je suis fier au nom de toute la chambre de métier et aussi de représenter le président Simon Vainqueur qui m'a donné cette responsabilité de l'organisation de la foire de Paris pour la chambre de métier. Je suis fier pourquoi? Parce que cela fait à peu près 30 ans que j'étais présent à la foire de Paris. On avait une dizaine d'artisans. Aujourd'hui, la chambre de métier a une superficie de 400 mètres carrés avec 40 chefs d'entreprise guadeloupéens, 40 artisans qui sont installés sur les 400 mètres carrés. Et nous avons mis en valeur toute une panoplie de transformations qu'au niveau agroalimentaire, mais aussi surtout toute la transformation artisanale par rapport à tous les produits que vous voyez aujourd'hui et qu'on voit les chaussures
que fabriquent les Guadeloupéens. Quand on voit au niveau de la couture, la beauté guadeloupéenne, au niveau de tous les produits transformés pour les soins de beauté, je dis c'est vraiment une belle réussite aujourd'hui, cet artisanat guadeloupéen. L'artisanat dans toute sa grande dimension, dans toute sa dimension ici à la Foire de Paris. Et quels sont justement ces secteurs alors? Qu'est-ce que ces artisans, en gros, d'une manière globale, qu'est-ce qu'ils sont venus présenter ici à Paris? Alors ils sont venus présenter ici à Paris toute une richesse naturelle de la Guadeloupe. Et pourquoi je dis ça? Et ce qui est important, c'est de voir cet ensemble de jeunes créateurs, de jeunes artisans qui cette année accompagnent cette richesse. Et à travers tout à l'heure, je discutais avec quelques collaborateurs de voir comment, par exemple, transformer le coco. Mais le coco transformé d'une manière générale, comme pour la peau, comme pour les cheveux et autres, quand nous voyons tout ce qui est avocat, tout ce qui aujourd'hui qui rentre dans tous les produits des plantes médicinales, de la manière que c'est transformé et présenté. Quand vous voyez tous les punchs transformés, tous les punchs aujourd'hui qui sont mis en valeur, avec l'ensemble des fruits de la Guadeloupe. Et ensuite maintenant, toute une table de présentation avec la transformation agroalimentaire. Voilà, il est exactement 13h14. On continue à dérouler l'actualité avec le café pédagogique qui a eu lieu à Morne-à-l'Eau. Quel regard porté sur les écrans et le numérique? Vous savez qu'aujourd'hui, c'est un grand débat. Est-ce que les enfants doivent continuer à regarder ce qu'on appelle les trois écrans, l'écran du portable, l'écran de l'ordinateur, l'écran de la télé, et mais il faut même ajouter l'écran aussi de la tablette. Et c'est un débat. Beaucoup de nos enfants sont accros à la télévision, accros au portable. Est-ce qu'il y a un danger? Réflexion à Morne-à-l'Eau devant la caméra de Loane Duhamel. Alors, c'est important pour moi d'être ici aujourd'hui parce qu'on m'a invité sur le projet et l'intitulé, c'est « Quel regard porter sur le numérique ?» Donc maintenant où les écrans font partie intégrante de notre vie, c'est important de savoir comment les utiliser pour ne pas qu'ils soient plus nocifs que ce qu'ils sont au départ. Il y a énormément d'enfants qui sont en danger par rapport au numérique. Il y a une utilisation vraiment très, très, très abusive. Je ne dirais pas abusive, mais je vais dire qu'il y a un travail à faire au niveau des parents pour que les enfants passent un peu moins de temps devant les écrans. Quels que soient les écrans, ça peut être la télé, ça peut être le smartphone, ça peut être la tablette. Déjà, avant 3 ans, normalement, ce n'est pas du tout d'écran. Ensuite, entre 3 et 6 ans, c'est une demi-heure maximum. Et après, en fonction, on arrive à gérer à partir de 6 ans, à partir du collège, du lycée. Les conséquences de rester devant les écrans sont la fatigue visuelle, les maux de tête, l'absence de convergence, c'est-à-dire la coordination des deux yeux ensemble, la vision floue, les yeux qui piquent, parce que souvent, quand on est devant un écran, on est concentré, donc on ne cligne plus, on ne détend pas le regard en regardant en vision de loin. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, ça peut être l'isolement des enfants, le retard de langage, ça peut être un retard général, un retard de développement psychomoteur, retard de langage, retard de lecture, trouble de la lecture, trouble des apprentissages, trouble du graphisme, parce qu'on est concentré devant un écran et puis on n'a pas d'interaction avec l'extérieur. Donc du coup, ça peut être nocif pour les enfants si c'est mal utilisé. Mais c'est une bonne chose déjà. C'est pour déjà les mettre en confiance et aussi en fonction des élèves, des parents, des professeurs, et puis faire l'échange. Il y a le danger de l'addiction. Il y a beaucoup de gamers parmi nos enfants, donc c'est surtout au niveau des jeux vidéo, au niveau des réseaux sociaux. Il y a TikTok maintenant qui est vraiment en vogue là maintenant. C'est surtout les réseaux sociaux, les images qui peuvent être choquantes sur les réseaux sociaux, WhatsApp. Il y a aussi, on peut dire aussi, sur les jeux vidéo, en tout ce qui concerne les jeux vidéo aussi, il y a des jeux vidéo qui peuvent être très, très, très violents. Des jeux vidéo comme GTA. Donc, des jeux vidéo qui sont très souvent interdits aux moins de 18 ans, mais qui sont joués par des enfants de 7 ans. Donc, on a déjà parcouru pas mal d'écoles et on se rend compte que beaucoup d'enfants jouent aux jeux
aux jeux violents. Beaucoup d'enfants ont accès aux images choquantes. Et pour nous, ça sera... on a un gros chantier à effectuer. Voilà, je vous l'ai dit, on va recevoir M. Émile Garçon. Monsieur Émile Garçon, il est président de l'association Kalina. Kalina, c'est un nom qui vous parle, puisque dans l'histoire de la Guadeloupe, les Kalinagos ont joué un rôle important. Ils ont été les premiers habitants de ce pays. Et le plus, M. Garçon, vous savez où il habite? Il habite dans le pays des Kalina, Trois-Rivières. Absolument. Bien, bonjour. Ça bonjour. Bonjour à tous les Guadeloupéens, toutes les Guadeloupéennes oui. qui nous écoutent ce midi. Oui, effectivement, président de l'association Kalina qui existe depuis 23 ans cette année. Déjà, 23 ans déjà. 23 ans cette année. 23 ans que nous nous occupons d'affaires, entre guillemets, d'Amérindiens, puisque dans nos statuts, il est bien inscrit que nous défendons le patrimoine amérindien. Avec nos faibles moyens, bien sûr. On n'a pas les moyens nécessaires pour porter ça à un plus haut niveau. C'est pas évident du tout. Oui. Mais nous nous défendons comme nous le pouvons pour pouvoir défendre cette population qui a existé chez nous, qui était là avant nous, et dont on ne parle pas. Suffisamment. Bon, il y a très très peu de gens qui en parlent. Bon, c'est nous et puis tous ceux, les historiens, quelques anthropologues, quelques archéologues qui en parlent, mais à notre avis, c'est pas suffisamment défendu. La situation de ces populations, parce qu'il y en avait plusieurs, ces populations qui nous ont précédés dans notre pays. Alors, je me souviens, puisque vous dites que l'association a 23 ans, si je remonte à 23 ans avant, il y a eu 2 ou 3 fois des journées amérindiennes à Trois-Rivières. Effectivement, nous avons, nous, essayé ça, et puis l'ancienne municipalité avait mis en place, à l'initiative... Avec M. Dorville, c'est ça? Déjà à l'époque de M. Dorville, oui. Mais après, à la suite de M. Dorville, l'ancienne municipalité, à l'initiative de justement l'association Kalina, avait mis en place les rencontres d'art et d'histoire. Oui. Où là, donc, on parlait d'affaires d'archéologie. D'ailleurs, Carloman Bassett était l'un des maîtres en la matière à pouvoir en parler. Et aussi de parler de ses recherches, parce que bon, il avait commencé quand même des recherches, mais il a fait plein de choses. L'archéologie, c'est quelque chose qui coûte cher. C'est vrai. Donc c'est ce que les gens ne savent pas. Défendre l'archéologie, c'est un art, mais ça coûte très cher. Donc Carloman avait commencé ça à l'époque. Nous, derrière, donc on a essayé, je le disais tout à l'heure, avec nos faibles moyens, de faire ce que nous pouvions. Maintenant, après, moi, je lance un appel. Je lance un appel à la municipalité, je lance un appel au département, je lance un appel à tous ceux qui pourront nous aider et travailler ensemble avec nous pour que nous puissions porter ce projet-là au niveau du pays, au niveau du département tout entier. Alors, il y a quand même un patrimoine archéologique assez important à Trois-Rivières, puisque on parlait de Carloman. Carloman me disait qu'on peut considérer que pendant quelque temps, Trois-Rivières était une espèce de un lieu de rencontre des Amérindiens. Absolument. Et ça, justement, Carloman en a parlé, mais combien de personnes avec lui ou avant lui en ont parlé? Personne. Ouais. Donc, effectivement, il a été reconnu, certains historiens le disent aujourd'hui très clairement, qu'à Trois-Rivières était le lieu de rencontre de plusieurs tribus amérindiennes. Parce qu'il n'y a pas que les Kalinagos qui ont habité la Guadeloupe. Avant les Kalinagos, il y avait les Taïnos. Aussi. Les Taïnos, c'était les Awawak. Donc les Taïnos parlaient la langue Awawak. Sont arrivés ensuite donc, du nord du Venezuela, donc les Kalinagos, qu'on a appelés, donc les Européens ont baptisé les Caraïbes, oui. D'où la mer des Caraïbes, parce que ce sont des gens qui voyageaient d'île en île et qui justement allaient donc peupler les autres îles de la Caraïbe, les autres îles qui existaient à l'époque, qui ne s'appelaient pas encore les îles de la Caraïbe, c'était les Antilles tout court. Donc les Amérindiens, et en l'occurrence les Kalinagos, donc, ont beaucoup voyagé pour aller peupler ces îles-là, voir leurs familles, discuter, échanger, etc. Donc c'est pourquoi aujourd'hui on a la mer des Caraïbes. Mais avant il n'y avait pas la mer des Caraïbes. Et donc là où ils étaient les plus nombreux, c'était en Guadeloupe. La raison, je ne le sais pas. Personne ne l'a encore expliqué. Il disait que quand on est à Trois-Rivières, on regarde la montagne, on voit vers la montagne qui est au sommet de Capesterre,
presque le visage, le profil de quelqu'un, et que les Amérindiens pensaient que c'était leur Dieu qui était là, et donc ils veulent honorer leur Dieu en regardant dans la direction de Capesterre. C'est Carloman qui a dit ça. Hein? Oui, c'est certainement c'est une opinion. Une explication. C'est ça, parmi d'autres. Mais effectivement, notamment à Trois-Rivières. Hein. Oui. D'ailleurs, à un moment donné, aujourd'hui c'est contredit par certains archéologues, mais à un moment donné, on disait que Trois-Rivières était le berceau de la civilisation précolombienne. Mais oui. Dans la Caraïbe. Oui, tout à fait. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Bon, avec le parc archéologique des Roches-Gravées qui se trouve à Trois-Rivières, à l'époque où j'étais petit garçon, donc habitant à côté du parc des Roches-Gravées, j'ai connu la grotte qui vous menait de Trois-Rivières jusqu'à Capesterre-Bello. Ouais. Elle est fermée, cette grotte, elle est fermée. Elle est bouchée. Elle est bouchée. Avec les tremblements de terre et tout ça, donc elle est bouchée, mais j'ai connu cette grotte-là, j'ai connu ce tunnel qui vous amenait jusqu'à là, et que les Amérindiens avaient creusé. Oui. Donc, ça ne m'étonne pas qu'on dise que Trois-Rivières, c'est là qu'il y avait la plus grosse concentration d'Amérindiens. D'ailleurs, de plus en plus, on découvre qu'il y a des vestiges amérindiens à Wawak et donc à Lagos. Donc, à Trois-Rivières. Un peu partout à Trois-Rivières, parce que même à Gantance, il y en a, mais près du... je suis allé une fois avec Carloman et comment il s'appelle, Katharina. Nous étions près de la caillotte du pêcheur. La période du pêcheur. Juste devant la mer, mais Carloman, il a gratté à terre, il a dit mignon. Comme ça, il retrouvait des traces, des morceaux de faïence amérindienne. D'ailleurs, Katharina a fait sa thèse sur ce travail-là qui a été fait, et c'était important. Alors donc, conférence demain soir. Conférence demain après-midi. Oui. Demain samedi après-midi, de 15h donc à 17h, avec Katharina Jacobson, qui est la seule Guadeloupéenne aujourd'hui à avoir un doctorat en archéologie. D'accord. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à cela. Donc on verra demain comment ça se passera, mais on pense que elle saura nous expliquer à nous, habitants de Trois-Rivières, mais à l'ensemble des Guadeloupéens qui seront donc présents à cette conférence débat, la vie des Amérindiens dans la Caraïbe, mais surtout à Trois-Rivières chez nous. Oui. Parce que ce sont des gens qui ont vécu dans toute la Caraïbe. Il y en a encore pas mal qui habitent la Guyane. Il y a 6 tribus amérindiennes en Guyane, dont les Kalinas, donc la plus importante tribu. Il y a donc cette fameuse réserve avec les Kalinagos à la Dominique, qui sont au nombre de 3000 à peu près. Et donc, il y a chez nous, pas d'Amérindiens, mais il y a les vestiges amérindiennes. C'est une classe importante. Voilà, et qui... ça doit nous interpeller en quelque part, parce que on parle beaucoup de l'esclavage. Moi, ça ne me gêne pas qu'on puisse parler de l'esclavage. Nous l'avons vécu. En tout cas, nos arrière-parents l'ont vécu. Oui. Mais les Amérindiens ont existé, et je pense que ces gens-là aussi méritent qu'on parle d'eux, que l'histoire retienne, que les enfants d'aujourd'hui sachent que, en Guadeloupe, ont habité des Amérindiens et ont fait aussi la Guadeloupe à leur façon. Alors, une dernière chose, il faut quand même préciser qu'il y a à Trois-Rivières un collège des Roches-Gravées. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Et dans le collège des Roches-Gravées, il y a le centre de recherche archéologique que Carloman Basset avait initié et qui fonctionne. Oui. Qui fonctionne. D'ailleurs, j'ai rencontré la semaine dernière la principale du collège qui m'a dit que deux écoles de Sainte-Rose viennent cette semaine ou la semaine prochaine visiter. Voilà, c'est la dernière séquence du ZCL et c'est la fin. Mais on ne peut pas finir le ZCL le vendredi sans Manick. Bonjour. Bonjour Danick, bonjour à tous. Tout va bien? Ça va, tranquillement. Il y a quelqu'un qui m'a dit, quand tu dis bonjour Danick, on entend bonjour Manick. Ah bon? Et quand je dis bonjour Manick, on entend bonjour Danick, oui. C'est la même sonorité. C'est la même sonorité. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler d'un ouvrage qui s'appelle donc Exocet. Donc on part sur la Martinique, puisque l'auteur c'est Renata, qui est également éditrice et qui a sa maison d'édition, édition des Sucriers. Et donc c'est un ouvrage en français, en créole, en anglais et en espagnol. Quadrilingue. Oui. Français, créole, anglais et espagnol? Tout à fait. Ouais. D'accord. Bon.
Mais les pages, comment c'est? Alors, c'est des traductions ou bien c'est... Ça a été traduit. Donc, en tout cas, en version imprimée, c'est un livre, c'est un seul ouvrage. Et en version audio, on a séparé toutes les versions. Bon. Ok, alors en deux petits mots, c'est quoi cette histoire d'Exocet? Alors Exocet, donc c'est un poisson volant. Hein, c'est un poisson qu'on retrouve dans la mer des Caraïbes quand on fait la traversée. C'est ce qu'on appelle le balarou volant. Je ne savais pas qu'on l'appelait balarou volant par contre. Si, il y a un poisson, il y a le balarou volant, il y a même le couliou. Tu ne connais pas ces... D'accord, si, je connais. Je connais le balarou, mais je ne savais pas qu'on l'appelait volant. Oui, il y a du balarou avec des ailes. D'accord, alors c'est certainement ça. Donc c'est un poisson donc, de la mer des Caraïbes. Il a une particularité, ce poisson, c'est que il lui manque une aile. Hein? Il lui manque une aile. Il lui manque une aile. Oui, il lui manque une aile. Bon, oui, d'accord. Ce qui rend très difficile sa traversée. Oui, et forcément sa relation avec les autres, et ça le met particulièrement en danger, puisque dans ses aventures, il va rencontrer donc la bécune, le barracuda, qui n'est pas toujours très tendre, et sa seule ambition, c'est de pouvoir déchiqueter notre ami Exocet. Et dans ses péripéties, en fait, en tout cas, c'est vraiment... Renata, à travers cet ouvrage, elle essaye de sensibiliser à la différence, à l'acceptation du handicap. Et Exocet, dans son parcours, rencontrera Dame Chatrou, qui sera son coach sportif, pour lui permettre justement de pouvoir s'en sortir dans cette mer très dangereuse. Et on va écouter un extrait donc, de cet ouvrage. Exocet. The Caribbean Sea was the home of Exocet, a young and odd female flying fish. Indeed, her tapered body was like that of all flying fish. Like all flying fish, she had a beautiful silver gray skin, as shiny as a moon ray. She had beautiful, rounded, and smart eyes. And a single smile from her could delight all of her friends. But Exocet had a problem. She only had a single wing. And this could be very, very inconvenient for a flying fish. At her birth, her parents told her sadly, "Poor dear, you can't come with us. How could you fly over the waves? How could you outswim the fisherman's nets? How could you avoid being caught by greedy barracuda?" Voilà. Version originale. Hein. Version originale, tout à fait. Alors, c'était important, en tout cas, lorsqu'on parle de première maison d'édition de livres audio de la Caraïbe, de pouvoir également offrir des ouvrages en anglais et en espagnol, afin que nos voisins caribéens, et en créole également, afin que nos voisins caribéens puissent se reconnaître dans cette plateforme. Et pour aller plus loin, I would like to tell something really important, because Wednesday, I was with young Pupil, donc je voulais vraiment dire quelque chose de très important, parce que mercredi dernier, nous étions avec des jeunes sur un forum des métiers. Para ustedes no es posible de vivir en el Caribe y no hablar 4 idiomas. Et c'est ça en fait. On ne peut pas me dire qu'aujourd'hui qu'on vit dans la Caraïbe et on ne peut pas maîtriser les 4 langues, sachant que voisin en nous, c'est 45 minutes, une demi-heure, et que parfois c'est sur le voisin d'à côté, la porte d'à côté. Quand on dit que notre jeunesse n'est pas bankable sur le marché de l'emploi, c'est pas vrai. Parce que normalement, en Guadeloupe, et pour la Martinique, et c'est valable pour toutes les îles, on ne peut pas sortir de notre cursus scolaire sans ne pas maîtriser 4 langues. Donc la volonté aussi de mettre ces livres audio, c'est aussi qu'on arrête un petit peu d'être de franco-francophone, où nous ne savons maîtriser qu'une seule langue, donc le français, et mépriser les autres. Le créole haïtien, c'est le créole le plus parlé au monde. Je le dis régulièrement, j'ai passé une semaine à New York anglais, j'ai parlé une semaine espagnol, et on peut visiter des endroits où on parle également créole haïtien. Et pouvoir avoir ces livres aussi, ces audiobooks
en anglais et en espagnol, c'est pouvoir permettre également aux natifs guadeloupéens de se dire qu'ils peuvent plonger dans la culture de l'autre, dans la langue de l'autre, sans forcément voyager, parce que parfois on n'a pas toujours les moyens. Mais voilà, c'est apporter, encore une fois, ces 4 langues-là se côtoient chez nous et on ne peut pas les mépriser. Alors, just a question. Yes, tell me. Qui langue qu'on parle plus en Caraïbes là? Quelle langue qu'on parle plus en Caraïbes là, c'est l'anglais. Non, ça reste le créole parce que beaucoup de natifs, mais alors c'est surtout parce qu'on a différents créoles. On va avoir le créole de Sainte-Lucie, le créole de la Dominique, le créole d'Haïti, le créole jamaïcain, le créole trinidadien. On a également le badjan sur la Barbade, qui est très particulier et que j'adore entendre. Le papiamento également sur les îles hollandaises, néerlandaises, donc Curaçao, Saba, que je parle un petit peu quand je suis sur place. Mais voilà, donc encore une fois, c'est vraiment le signal, en tout cas que cette plateforme veut renvoyer et que je veux renvoyer aujourd'hui à notre jeunesse, où souvent on dit que notre système éducatif, etc., ne permet pas de réussir. On ne peut pas sortir de la Caraïbe sans ne pas maîtriser 4 langues de là où on est. C'est pas possible. Donc on a les opportunités sont à côté, et il faut que chacun, à un moment donné, se dise que on n'a pas à dépenser des mille et des sous pour pouvoir les parler, ces langues-là. OK, nous comprenons. We understand what you say. OK. Yes. Bon, alors, the name of the book? The name of the book, Exocet, in English, French, Espagnol, Spanish and Creole. En Creole? Oui, okay. Créole martiniquais, sur le coup. Oui, créole martiniquais, tout à fait. Alors, fondamentalement, c'est que toutes ces créoles-là, ils ont même base là, même sur ce même côté-là. Tout à fait. Ce sont des créoles qui sont nés de la syntaxe africaine, même si le vocabulaire peut être anglais, espagnol, français, etc., mais la syntaxe, on l'appelle la morphosyntaxe même, elle est d'origine africaine. C'était la petite précision à pour faire. Rebondir sur ce que tu dis, puisqu'on est écouté jusqu'au Kinshasa, j'ai un de mes auteurs donc, qui est du Kinshasa et qui me disait qu'il est capable de lire des ouvrages en créole, puisque justement il y a une base commune et il comprend tout à fait nos ouvrages. Et je confirme qu'il y a une linguiste congolaise qui est venue ici dans cette émission. Elle est du Congo. Elle parle du lingala aussi. Oui, tout à fait, qui est une base. Et après un mois, il était capable de créole guadeloupéen parce qu'il dit moins qu'à dans créole là, il a retrouvé même structure syntaxique qu'il y a dans la langue africaine. Bon, pour le monde qui passe ça. Voilà. Et dernière chose qu'on dit moins, c'est que vu que l'homme est né en Afrique, le premier homme est né en Afrique, et ce sont des Africains qui sont partis dans tous les continents. Exact. On a même retrouvé l'autre jour en Angleterre un Africain aux yeux bleus, ce qui a perturbé beaucoup d'Anglais. Ça perturbe beaucoup. Et dans les langues comme l'anglais, on trouve encore des mots qui ressemblent à des mots d'origine africaine. Voilà. C'était pour aujourd'hui la petite leçon pédagogique et linguistique nécessaire. Mais enfin, c'est grâce à ton émission. En tout cas, merci. Rappelle quand même en français pour les gens qui n'ont pas compris tout en anglais. Donc, le titre du livre, c'est Exocet. Il reste le même. Hein. En anglais, en espagnol, il reste toujours le même Exocet. Bon. Tout à fait. Okay. Alors, on a une actualité. Vas-y. Alors, il faut savoir que le 6 mai, les Abîmes organisent le Salon des auteurs. Alors, j'ai pas le visuel parce que... Alors, je ne sais pas si c'est toujours maintenu, mais il semblerait qu'il y ait un Salon des auteurs le 6 mai. Si, c'est vrai, je confirme. D'accord. Et donc, Une voix, une histoire sera présente à travers un de nos auteurs, c'est Réjeanne Si, qui sortira son ouvrage en audiobook, Le Surelier de Nala. On peut également, alors pour ceux qui sont sur Paris et ceux qui nous suivent sur Facebook et Instagram, vous pouvez retrouver les éditions d'Aigues-Marron qui sont à la Foire de Paris, au hall, oui exactement, au hall 4C numéro 097. Donc allez-y, surtout voilà, on a des ouvrages qui sont en version papier, en version audio également, de disponibles sur leur stand. Et nous partons donc lundi. Nous quittons la Guadeloupe pour Paris et ensuite la Côte d'Ivoire. Vous ne reviendrez plus? Non, pas définitivement, on revient. On peut venir quand même. On revient. Donc nous serons sur la Côte d'Ivoire pendant plus de 3 semaines afin de présenter la maison d'édition et puis parce que nous sommes partenaires des éditeurs ivoiriens. Et je tenais quand même à remercier des partenaires non négligeables sur ce départ.
C'est Envie d'ailleurs, une agence de voyage qui vraiment a assuré notre départ sur la Côte d'Ivoire last minute. Et franchement, je dis merci à Marina Perran de l'avoir fait pour nous. Je crois qu'on ne remercie pas suffisamment les banques, mais en tout cas, moi, je tenais à remercier le Crédit Mutuel. Oui. Et ben, on fait cela. Celle du Gosier. Oui. Je remercie mon gestionnaire qui accepte les folies, qu'une voix, une histoire. En tout cas, il me fait confiance et c'est vrai que c'est hyper important. Et un grand merci à ma maquilleuse Linda, My Makeup. Et pour le bijou cheap, je l'ai remis. Oui. C'est Céline de All Steel. Voilà. Donc voilà, un grand merci à ce monde-là. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Next, c'est lundi. Non, même pas lundi, mardi. Lundi, c'est 1er mai. Et je rappelle qu'en début du ZCL, on a reçu M. Gilbert Loumont pour la pièce HDN, c'est ça, Histoire d'une aigle, d'après Édouard Glissant. Très intéressant, pièce à ne pas rater, c'est le 4 et le 5. Njoana sera là, donc nous parlera après dans CCN. Marine Ferdi a reçu Magali Camus en direct dans le ICC News. On a parlé de scénario, parce que vous ne le savez peut-être pas. Magali Camus, elle est auteure-scénariste et elle a écrit des scénarios pour des histoires qui passent sur TF1 en ce moment. Et donc, c'est dit qu'elle a dépassé le cadre de la Guadeloupe. Ensuite, on a reçu Émile Garçon, président de l'association Cadina, pour une conférence qui aura lieu demain à Trois-Rivières, au Collège des Roches Gravées, avec Katharina Jacobson, archéologue qui a été, je vous l'ai dit... docteur en archéologie. Pardon ? Docteur en archéologie. Docteur en archéologie et qui a été chroniqueuse ici sur les traces des Amérindiens. Elle faisait une chronique ici, mais elle devait préparer aussi son doctorat. Donc elle a disparu, mais peut-être qu'elle est revenue. et puis bien sûr, Manik, j'ai bien dit Manik, Manik, CRTTK qui a parlé de Exocet en français, en anglais et espagnol, sur un audio, et on va la retrouver la semaine prochaine. Sinon, l'actualité, c'est le 1er mai, bien sûr, la conférence de presse des organisations syndicales, le partenariat avec Corsair et Jimmy Bibrac. Et ça, je vous ai dit que nous voyons des bons bitins à manger là. C'est sûr que Jordan même de dit, mais j'ai raté quelque chose. Et c'est vrai, Njoana aussi. Puis le café pédagogique à Mornalo, ce regard apporté sur les écrans pour les enfants. Et puis on a terminé par la Foire de Paris. Voilà, le ZCL aujourd'hui c'est terminé. On vous remercie. On remercie Manik, on remercie Jordan, Njoa et toute l'équipe du ZCL qui vous permet chaque semaine, du lundi au vendredi, d'être en direct avec nous en Guadeloupe, en Martinique, en France. Et au Kinshasa. Et même au Kinshasa. Et à La Réunion aussi, on nous regarde. Bien sûr, on a une émission internationale et c'est tant mieux. Voilà, c'est fini. Ciao, bye bye, bon week-end. Attention sur les routes. Active, pétillante, dynamique, élégante, naturelle, chic, décontractée, glamour. Se sentir belle comme on aime, avec un grand M comme Malibu. Retrouvez-nous vite dans nos boutiques de Jarry, Pointe-à-Pitre, Basse-Terre et sur nos pages Instagram et Facebook. Dans le film, c'est hein? La parole on y le bien. I always move to the left, move to the right, and it's some music. It's music, but it's keeping. Humble.
Histoire de nègre. HDN. HDN. D'Édouard Glissant. Adaptation et mise en scène. Gilbert Lomor. Avec Varencia Antoine. Harry Balthus. Lucille Cancel. Et la collaboration Du groupe Voukoum, mouvement Kiltirel Guadeloupe. Histoire de nègre. Histoire de nègre. Histoire de nègre. Direction musicale. Claude Cavué. Production de la compagnie Sillage. Théâtre d'Île en Monde. HDN. En coproduction avec l'Archipel Scène Nationale de Guadeloupe et Cap Excellence, le Centre culturel Sonis. 4 siècles de pièges, de baïonnettes et de bûchers. Où sont les portes du temps? Nul ne peut nous entendre. Ce n'est pas faute de crier. C'est pas tout la même poussée. Le cri, la fièvre, la même histoire dans la même histoire. Même histoire là, même combat là. Et il manie! Histoire de nègre. Quand un homme vend des hommes comme des choses, comme des bêtes. C'est mon blot là qui a baissé si gorge en nous, et fait genou à nous. On peut pas respirer. On peut pas respirer. I can't breathe. Histoire de nègre. Un jour, tu ne seras plus un nègre marron solitaire, mais un peuple d'un seul élan et qui fait face. Même histoire là, même combat là. J'ai la foi. La foi en quoi? La foi en la vie. Histoire de nègre. Histoire de nègre.